En quelque sorte, pour la seconde fois, c'est vrai que l'actualité est quand même bien chargée, particulièrement en ce moment, suite à des événements un peu imprévus en France. Donc, alors il y avait des événements prévus, les JO par Mhm. exemple. Donc, on aura l'occasion peut-être d'en parler quelques minutes par rapport aux locations et au taux de remplissage et ce genre de sujet. Mais l'actualité imprévue, c'était évidemment la dissolution de l'Assemblée nationale avec un gel des projets de loi qui étaient en cours de discussion. Donc jusqu'à quand? Est-ce que des choses vont être votées cet été? On va en parler aussi. Et puis, du coup, quelle est la fiscalité actuelle des loueurs en meublé, des loueurs meublés en courte durée singulièrement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Où va le marché? L'actualité réglementaire? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à louer comme on veut? On parlera aussi un petit peu de conciergerie et de sous-location. Bref, autant de sujets qui passionnent, je pense, toutes les personnes qui font de la location courte durée. Voilà. Mais je me présenterai rapidement après que vous ayez présenté Logify. Ça marche. Ce qu'on va faire, déjà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où vous venez, si vous êtes propriétaire, si vous faites de la conciergerie, combien de biens vous gérez, ça nous intéresse. Ce que je vais faire, bon, déjà, j'ai vu qu'il y avait des personnes de partout en France, même si vous êtes de l'étranger, faites-le nous savoir. Euh, pour la plateforme, je sais qu'elle est un peu différente des plateformes qu'on a l'habitude d'utiliser comme Teams, etc. C'est pas bien plus compliqué. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez écrire, en fait, vous voyez en bas, il y a écrit Ask a question avec un petit point d'interrogation dans la bulle. Toutes les questions que vous avez au cours du webinaire, n'hésitez pas. Et ensuite, si vous avez des commentaires à faire, c'est aussi écrit en anglais. Vous pouvez ajouter tous vos commentaires dans Say Something Nice dans le chat. Donc, ça veut Nice. dire que voilà, vous pouvez uniquement dire des trucs sympas. Non, non, n'hésitez pas Voilà. à nous faire part de vos remarques. Pour celles et ceux qui ne savent pas rester jusqu'à la fin du webinaire, il n'y a pas de souci, on vous enverra un replay par email demain ou après-demain. Et sinon, on aura aussi la vidéo sur YouTube dans les prochains jours. Ce que je vais faire, je vais vous dire comment on va faire le webinaire. Je vais vous présenter très rapidement le DeFi et après, je laisserai la main aux professionnels, experts, à l'avocat. Pour la suite, on fera une bonne demi-heure de présentation sur les actualités de la location saisonnière. Et à la fin, on essaiera de répondre au plus de questions possibles pour voilà, faire le tour un peu de toutes les questions pertinentes qu'on reçoit. Il y en a certains qui nous connaissent déjà. Je vois des noms assez connus dans le chat, des gens qui sont tout le temps là avec nous. Mais je me répète, qu'est-ce que c'est le DeFi? Le DeFi, c'est un logiciel de location saisonnière qui vous permet de simplifier toutes vos tâches liées à la gestion de votre maison de vacances, de vos appartements, vos gîtes, chambres d'hôtes, etc. Ça vous permet en fait de centraliser toute la gestion, que ce soit vos réservations, les calendriers, les paiements en cours, les disponibilités. C'est une seule plateforme qui peut vous connecter en fait à toutes les autres OTA comme Airbnb, Booking, Abritel. On est aussi connecté à Google Location de vacances, qui est pas mal si vous avez un site web de réservation directe. Ça vous permet en fait de recevoir les réservations directement sans passer par les plateformes et sans payer les commissions. Nos plus grandes fonctionnalités, c'est le générateur de site web, ce qui vous permet de créer votre propre site de réservation directe. On a aussi ce channel manager qui vous connecte aux différentes grandes plateformes comme Booking, Abritel, Airbnb, etc. Et on a aussi la gestion centralisée de toutes les réservations qui viennent de toutes ces plateformes. On est aussi un peu à la page parce qu'on a des outils intelligents maintenant. Depuis cette année, depuis plutôt l'année dernière, on a un assistant IA qui vous permet en fait de générer des réponses préconçues en fonction de toutes les infos que vous partagez sur votre location. Comme ça, vous n'avez pas à répondre à chaque fois aux mêmes questions qui reviennent sur l'accès, la confirmation de réservation, vous n'avez pas à l'envoyer à chaque fois, les informations d'arrivée, de départ, etc. Ça génère pour vous des réponses voilà, personnalisées et instantanées pour tous les clients potentiels. Et depuis peu, c'est notre grande nouveauté, on a la tarification intelligente qui vous permet de mettre des tarifs qui sont compétitifs.
Donc, ça prend en compte le marché, la saisonnalité, les équipements de votre maison, la concurrence autour, pour essayer d'avoir un prix toujours attractif pour les potentiels clients qui voudraient réserver. Et c'est vrai que des fois, ça peut faire un peu peur, smart pricing sur Airbnb ou ce type d'outils de tarification. Ici, vous pouvez toujours mettre un minimum et un maximum pour toujours garder le contrôle sur la stratégie de prix. Et c'est vrai qu'un outil comme ça, quand on ne sait pas trop, quand on débute et qu'on ne sait pas comment mettre en place une stratégie de prix, ça peut être sympa d'avoir quand même quelques recommandations pour ensuite avoir votre propre idée sur les prix. Voilà. C'est à peu près ça. Donc, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Il y a toujours 7 jours d'essai gratuit. Vous n'avez pas besoin de mettre votre carte bleue. Vous pouvez directement essayer le logiciel, créer votre site, voir toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées. Et si vous vous lancez, il y a toujours un accompagnement personnalisé en français au départ pour bien vous aider à créer votre site web, voir comment mettre en place les prix, vous connecter aux différents canaux. Donc, on est là pour vous aider. Et en ce moment, il y a des petites soldes d'été. Il y a 40% sur les abonnements annuels professionnels et Ultimate pour ceux qui se lancent, pour les nouveaux utilisateurs. Donc, vous pouvez regarder tout ça. Voilà. Je vois qu'il y a des utilisateurs qui nous recommandent. Donc, merci beaucoup, Arnaud. Je pense que maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous voulez vous présenter d'abord, Maître Boujard, et expliquer un petit peu ce que vous faites? Oui, avec plaisir. Merci, Clara. Alors, on va adopter un parallélisme des formes, comme on dit en droit. C'est une petite déformation professionnelle. Vous pouvez m'appeler Dimitri, je pense, hein. Et je vous appellerai Clara plutôt que Maître Boujard, qui fait toujours très solennel. Mais je C'est ne suis vrai. pas homme, comme vous l'avez vu. Voilà, je ne suis pas au tribunal. D'ailleurs, je ne plaide plus, je ne fais plus que du conseil. Donc, rapidement, je suis Dimitri Boujard, avocat en droit immobilier et fiscalité immobilière. Je suis inscrit au barreau de Paris depuis 1995. J'ai un DESS de droit bancaire et financier, un magistère de droits et des activités économiques de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je suis également investisseur immobilier depuis maintenant plus de 23 ans, donc le temps a un petit peu passé. Je me suis mis aussi à la location meublée de courte durée, mais opérée via des conciergeries, parce que je n'ai absolument pas le temps de m'en occuper, surtout que je suis en région parisienne et que l'une d'entre elles est près de Rouen et l'autre est dans le sud, à l'autre bout de la France. Donc voilà. Mais les outils comme Logify sont très intéressants. Il y a beaucoup de conciergeries qui les utilisent et d'ailleurs, on fera une petite partie conciergerie et sous-location. Moi, j'ai carrément pas le temps du tout de m'occuper de ça. Je préfère directement voir une conciergerie qui va s'occuper de la chose de A à Z. Alors évidemment, ça obère un petit peu le rendement, mais voilà, il faut savoir opérer des choix. Donc ça, c'est mes deux activités principales. Donc, avocat et investisseur immobilier. Ma troisième activité, c'est tout ce qui est Internet, puisque vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, l'avocat investisseur. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, l'avocat investisseur. Et je vous parlerai tout à l'heure de mon podcast pour investisseurs immobiliers, le droit d'investir. Mais je vous propose, sans plus attendre, d'entrer dans le cœur du sujet, puisque on va parler de la fiscalité location courte durée. On va parler des actus sur la location courte durée, puisque évidemment, on est là pour ça. Et puis, enfin, on parlera, comme je le disais, sous-location et conciergerie. Et vous verrez qu'il y a des choses à dire aussi là-dessus. Alors, état des lieux, changement, perspective. Oui, pourquoi? Parce que, comme je le disais, on a eu un événement prévu, les JO, et un imprévu, la dissolution de l'Assemblée nationale. Et tout ça rebat assez largement les cartes sur la location courte durée. Pour rappel, hein, moi, j'indique location courte durée pour désigner Airbnb, Booking, c'est-à-dire les marques, Abritel, etc. Mais j'englobe aussi dans location courte durée la location saisonnière, la location touristique, la location pour des courts séjours professionnels. Et retenez que pour la définition de la courte durée, il n'y a pas vraiment de définition gravée dans le marbre, mais que les deux critères qu'on retient, ce sont des séjours inférieurs à une durée de 90 jours consécutifs, et ça c'est le premier critère, et pour des gens qui n'y élisent pas leur domicile. D'accord? Donc, on peut peut-être voir directement du coup la seconde slide, s'il vous plaît. Donc,
Fiscalité du meublé BIC et fiscalité des sociétés. Pourquoi ces deux choses-là? Si vous faites de la location courte durée, en gros, vous êtes dans l'une de ces deux situations. Soit vous détenez les biens en nom propre, et donc vous allez avoir un statut de loueur meublé, soit loueur meublé non professionnel, soit loueur meublé professionnel. Mais en tout cas, le régime fiscal de vos locations meublées, ça sera le régime fiscal des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Soit vous avez acheté vos biens via une société, donc une société à l'impôt sur les sociétés, puisque la fiscalité du meublé courte durée est une fiscalité commerciale, et dans ce cas-là, vous aurez une fiscalité à l'IS, d'où ce petit tiret sur la fiscalité des sociétés. Alors, quels sont les changements et quelles sont les prévisions de changement à l'heure actuelle? Pour les changements, on a déjà eu quand même les changements qui ont été opérés par le vote de la loi de finances fin 2023, donc la loi de finances pour l'année 2024. Avant ce vote, il y avait du micro-BIC assez bien défini et du BIC au réel. Alors, là aussi, je suis obligé quand même de reposer les choses, notamment parce qu'il y a toujours de nouveaux entrants sur le marché de la courte durée, d'accord? Il y a toujours des gens qui débutent, et je pense qu'en 2024, il y a eu beaucoup de gens qui se sont lancés, notamment avec la perspective des Jeux Olympiques. Donc, régime micro, c'est assez simple. Suivant votre situation et votre seuil de revenu, vous prenez les loyers, vous pratiquez un abattement forfaitaire et vous n'êtes imposé que sur le reste des loyers. Mais vous ne pouvez pas déduire les charges réelles. Exemple, sur la fiscalité meublée classique, sous un statut de loueur meublé non professionnel, vous aviez 20 000 € de revenus locatifs. Eh bien, c'était simple. Si vous étiez en micro-BIC, vous déclariez les 20 000, on pratiquait un abattement de 50% et vous étiez donc fiscalisé et socialisé, c'est-à-dire des prélèvements sociaux, sur les 10 000 restants. Donc l'abattement de 50% sur 20 000, ça vous donne 10 000 € imposables. En contrepartie de quoi? Avantage, simplicité. Autre avantage pour les personnes qui feraient, on va dire, de la petite location, c'est-à-dire que c'est une chambre chez l'habitant, par exemple. On ne va pas se mettre à se lancer dans une comptabilité extrêmement compliquée pour louer une chambre chez soi quand même. Ce n'est pas très intéressant. Et puis on ne souhaite pas forcément amortir le bien. Bref, tout un tas de choses. Pour les gens qui veulent faire ça de façon pas professionnelle, le micro-BIC me paraissait être une solution plutôt intéressante. Et on avait comme autre régime les BIC au réel, où là, il faut, en tout cas moi je recommande de prendre un expert comptable, puisque cette fois-ci, vous allez avoir les loyers, mais vous allez pouvoir déduire toutes les charges réelles, donc les frais d'acquisition, les meubles, les commissions d'agence, les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, l'amortissement du bien, tous les types de travaux. Bref, bien souvent, le régime fiscal pour les loueurs qui ont un petit peu d'importance ou qui achètent plusieurs logements dans la perspective vraiment de développer ça comme une activité de loueurs, hein, pas d'hôteliers, hein, ne confondons pas, mais de loueurs, eh bien, ils avaient le plus souvent intérêt à être au régime dit du réel. Problématique, c'est cette mode anti-Airbnb qui sévit un petit peu en ce moment chez nous, au prétexte que Airbnb chasserait les habitants des villes et les empêcherait de se loger. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à de nombreuses reprises sur le sujet. Je vous invite à aller voir mes interventions en live ou ma chaîne YouTube. Je ne vais pas revenir longuement. Je pense qu'Airbnb n'est qu'une des raisons parmi beaucoup d'autres et qu'en fait, on s'en sert un peu comme bouc émissaire pour justifier plutôt une incompétence des autorités, quelle qu'elle soit. Mais ceci est un autre débat. Résultat des courses, nos chers députés et sénateurs ont décidé de s'attaquer à la niche fiscale Airbnb. Alors pourquoi niche fiscale? Parce que comme ils n'y connaissent pas grand-chose, et je rejoins en cela un de mes confrères, Paul Duvaux, qui est un éminent fiscaliste sur la location meublée, et je lisais un de ses éditos tout à l'heure, dans lequel il regrettait de ne pas avoir été consulté pour les nouveaux projets de loi sur le meublé. Ah oui, c'est un des spécialistes, mais malheureusement, les députés consultent des technocrates et non pas des praticiens, ce qui aboutit toujours à des aberrations. Ceci étant, donc, le législateur a souhaité s'attaquer à la niche fiscale du micro-BIC.
Donc déjà, pour tous ceux qui sont au régime du réel, soyez rassurés, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'impact et aucune loi n'a encore été votée pour venir raboter l'intérêt du BIC au réel, particulièrement pour les loueurs meublés non professionnels. Donc de ce point de vue, ça c'est assez simple. Maintenant, sur le micro-BIC, ce qui s'est passé, c'est que lors du vote de la loi de finances, les sénateurs et les députés se sont emmêlés les pinceaux et ils ont tellement raboté qu'on arrive à la solution suivante. Donc, pour l'année 2024, si vous êtes en micro-BIC, l'abattement est passé à 30%. Donc, la slide suivante, c'est le projet. Donc, l'abattement est passé à 30% pour l'année 2024. D'accord. Et le seuil des recettes à ne pas dépasser pour les meublés de tourisme non classés. Donc, j'y reviendrai. Ça, c'est les changements prévisibles. Écoutez bien, pour l'instant, je vous donne l'état actuel de la loi. Mais on peut laisser cette slide pour comparer. Donc, à l'heure actuelle, meublés de tourisme non classés, c'est abattement à 30%, mais le seuil n'est pas de 23 000, mais de 15 000. Ils sont complètement plantés. Donc, sauf modification courant 2024 et qui rétroagirait au 1er janvier 2024, on est pour l'instant pour les meublés de tourisme micro-BIC non classés à un abattement de 30% et un seuil de recette à 15 000 euros. Ensuite, pour les meublés de tourisme classés, ils bénéficient toujours, suite au vote de la loi de finances, d'un abattement à 71% et d'un seuil de recette à 188 000 euros, 180 700 euros. Donc, on retrouve ici les chambres d'hôtes, mais en fait, c'est les meublés de tourisme classés plus généralement, et ceux en zone tendue. Là où ça devient un petit peu complexe, voire même amusant, c'est comme ils sont plantés en votant la loi de finances 2023, on arrive dans les zones non tendues, donc les zones détendues, d'accord, à un abattement global pour les meublés de tourisme classés à 92% si le chiffre d'affaires est inférieur à 15 000 euros. Donc pour les tout petits, s'ils sont en meublé de tourisme classé dans une zone non tendue, ils ont même 92% d'abattement, ce qui est un petit peu l'objectif inverse de celui recherché à l'origine par les députés et les sénateurs. Autant vous dire que tout ça n'est quand même pas très, très sérieux. Alors, complexité supplémentaire, ils ont voté la rétroactivité de cette loi, non pas au 1er janvier 2024, parce que ça, c'était la loi votée fin 2023, donc la loi est d'application immédiate, mais ils avaient voté une rétroactivité de la loi au 1er janvier 2023. Ce qui était du grand n'importe quoi, parce que se dire que les gens qui étaient en micro-BIC et qui dépassaient les seuils prévus par la loi auraient été obligés de refaire une comptabilité au réel. Mais il était beaucoup trop tard quand tout ça a été voté. Il était impossible de reconstituer la comptabilité de l'année dernière. Bon, donc, alors d'ailleurs, on nous dit, Marine et Arthur nous disent, si on dépasse les 15 KO pour le régime micro au BIC, que se passe-t-il? On passe au réel, en réalité. C'est ça le truc. C'est qu'on n'a pas le choix. Si on dépasse le seuil du micro, on passe au réel. Il faut donc prendre un expert comptable et tout calculer au réel. Mais, disais-je, ils avaient voté par erreur la rétroactivité au 1er janvier 2023. Donc, comme ils se sont trompés et qu'ils voulaient l'appliquer uniquement pour 2024, du coup, il y a eu un rectificatif dans le bulletin officiel des finances publiques qui a dit non, ceux qui ont déclaré 2023 avec les anciennes règles du micro-BIC sont tranquilles. Ça n'a pas plu à certains députés et sénateurs comme Yann Brossat, sénateur de Paris, et ils ont déposé un recours qui a abouti à ce que le Conseil d'État annule l'instruction parue au bulletin officiel des finances publiques. Sans conséquences vraiment très pratiques, puisque de toute façon, ce qui est déjà déclaré est déclaré, on ne va pas revenir dessus. Bon, donc à l'heure actuelle, pour 2024, voilà où on en était, ce sont les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Là, sur la slide, changement prévisible. Alors ça, on arrive vraiment au cœur de 2024. Pourquoi? Parce que plusieurs sénateurs et députés ont déposé une proposition de loi dite transpartisane, je mets des guillemets parce que ça c'est quand tout le monde a un petit peu de n'importe quel bord sur le groupe pour faire suer en gros les contribuables, en l'occurrence
les investisseurs immobiliers en courte durée. Donc, ils ont déposé une proposition et au fur et à mesure de l'avancement du travail parlementaire, on était arrivé, avant la dissolution surprise de l'Assemblée nationale, au projet suivant. Donc, on aurait eu des meublés de tourisme non classés avec un abattement 30%, donc le nouvel abattement qui ne changeait pas, mais un seuil qui était repassé de 15 000 à 23 000. OK, moi, ça m'allait bien. Ensuite, des meublés de tourisme classés avec un abattement à 50%, donc là, on revient à un abattement quand même plus intéressant, et un seuil a baissé à 77 700. Des chambres d'hôtes avec un abattement à 71% et un seuil à 188 700. Et enfin, sur la location meublée longue durée classique, un abattement de 50% et un seuil à 77 700. Ça, c'est ce qui était prévu dans la loi dite Le Meur. L-E, plus loin, M-E-U-R. D'accord? Alors, loi qui devait revenir pour une ultime discussion et une adoption à l'Assemblée pour fin juin, début juillet. Dissolution de l'Assemblée nationale, arrêt des travaux parlementaires. Donc, pour l'instant, si vous m'avez bien suivi, on reste sur le régime fiscal de la loi de finances votée l'an dernier, avec tous les seuils que je vous ai indiqués tout à l'heure. Est-ce que ceci va être voté? C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en réalité, on ne sait pas. Pourquoi? Il ne vous aura pas échappé. Alors oui, Lucille et Bertrand, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Petite question, rien ne change pour le régime au réel. Pour les heureux propriétaires qui font du réel, pour l'instant, rien ne change. D'accord? Mais on va parler d'un nouveau rapport qui vient de sortir et qui promet aussi potentiellement des changements. D'accord? Donc, je vois que ça suscite pas mal de réactions, effectivement. Notamment, est-ce qu'on trouve normal que le seuil pour un meublé de tourisme classé soit de 77 700, alors que sur un non classé, c'est uniquement 23 000? Moi, je trouve tout ça, de toute façon, pas normal et extraordinairement compliqué, donc globalement. Mais mon avis importe peu, puisqu'on n'écoute même pas des confrères encore plus éminents que moi qui ne font vraiment que de la location meublée, enfin de la fiscalité pure. Alors, je ne suis pas uniquement un fiscaliste, loin de là. Ceci étant, donc, ça, est-ce que ça va être voté ou pas? Il y a des chances que ça soit voté. Alors, pourquoi? Alors là, on est obligé de faire un petit peu de politique fiction. Je ne vais pas porter d'appréciation sur tel ou tel parti, ce n'est pas le sujet. Néanmoins, il ne vous aura pas échappé que le nouveau Front populaire a pour projet d'alourdir la taxation en France. En gros, ils ont tout un tas de mesures pour augmenter les impôts et qu'évidemment, alourdir la taxation sur la location courte durée fait partie de leur projet. Comme cette proposition que vous avez sous les yeux était portée notamment également par le groupe Ensemble, qui est en fait la Macronie, d'accord? Il n'est pas improbable, et en tout cas pas impossible, que le NFP et le centre, donc Macron, le Modem, etc., se regroupent pour voter ces changements. C'est une des hypothèses où cette proposition de loi pourrait recueillir assez de votes à l'Assemblée nationale pour être votée. D'accord? Le seul groupe parlementaire qui s'était opposé à cette loi était le Rassemblement national, ce que n'a pas manqué de dénoncer le député Esquinazi, qui est député dans le Pays basque. D'accord? Bon, maintenant, les gens ont élu de nouveaux députés. On va voir s'ils vont s'entendre ou pas pour remettre ça au vote rapidement. Alors, rapidement. C'est là la deuxième question. Quand est-ce que ça pourrait être voté? Je vais m'avancer, mais je doute que ça puisse être voté pendant les vacances. D'accord? Il ne vous aura pas échappé qu'ils ne sont pas d'accord pour former un gouvernement, que le président a dit qu'il n'y aurait pas de nouveau Premier ministre avant la fin des Jeux Olympiques. Je doute que dans ces conditions, le travail parlementaire puisse reprendre vraiment de façon efficace. D'accord? Et pardon, de là à ce qu'ils s'accordent pour voter ça comme ça cet été, vraiment, j'y crois pas trop. Maintenant, ça pourrait très bien revenir fin septembre, début octobre. OK? Et on pourrait avoir ce genre de choses. La surprise, c'est que un nouveau rapport est venu proposer, puisque Madame Le Meur, elle travaille beaucoup, même pendant l'été, elle vient de sortir un nouveau rapport qui propose
d'autres mesures, comme par exemple, on va dire, taper plus globalement sur la location meublée de façon générale. Pourquoi pas unifier le régime du micro-foncier et du micro-BIC. Pourquoi pas proposer un amortissement avec un seul régime fiscal pour les loueurs meublés et les loueurs en nu. Bon, tout ça me paraît tout à fait aventureux. Encore une fois, ça part dans leur esprit de bonnes intentions, mais je pense que c'est assez largement fumeux parce qu'ils n'étudient pas du tout l'impact que ça va avoir sur l'économie de façon générale. Et on est sur des investissements quand même avec des prêts sur 15 ans, 20 ans. On est sur des promoteurs qui vendent des programmes sur de la location meublée non professionnelle. Autant dire que si on bouleverse tout ça d'un coup sans étude d'impact, ça peut rapidement tourner à la catastrophe. C'est pour ça, mais je peux me tromper, qu'il semble peu probable qu'il y ait des bouleversements majeurs dans les mois qui viennent sur ces sujets. Alors attention, ça va quand même dépendre étroitement des majorités de circonstances qui vont pouvoir être trouvées à l'Assemblée nationale. Ça, c'est clair et net. D'accord? Donc, vous le voyez, Clara, on est un petit peu en ce moment dans le brouillard. Mais ça, c'est ce que vous avez comme slide, c'est ce qui était dans la dernière chose discutée au Parlement. Et c'est ça qui, à mon avis, pourrait potentiellement être adopté le plus rapidement. En tout cas, pas avant fin septembre, début octobre, je pense. Et en tout état de cause, est-ce que ça rétroagirait au 1er janvier 2024? Je ne pense pas, mais je peux me tromper. Il pourrait très bien dire que ça rétroagit au 1er janvier 2024. Alors attention, un principe du droit français, c'est que la loi n'a pas d'effet rétroactif. Mais, comme il y a toujours plein d'exceptions, le législateur, lui, il a le droit de faire une petite loi fiscale rétroactive qui fait rétroagir les mesures votées en cours d'année au 1er janvier de l'année en cours. Ce qui modifie un peu le jeu de façon, à mon avis, inéquitable. Voilà, en tout cas, vous le pressentez, les changements majeurs vont continuer à viser les gens qui font du micro-BIC. Ce qui devrait, en toute logique, pousser la plupart des gens qui suivent ce webinaire à s'interroger sur l'intérêt de rester au micro-BIC et pourquoi pas passer plutôt sur du réel. Encore une fois, malheureusement, je pense que ce sont les loueurs les plus modestes qui vont être le plus impactés par tout ça. D'accord? Il y a une question, plutôt un doute de Nicole. Elle dit il me semble que pour les meublés de tourisme classés, le seuil est de 23 000 euros. Sinon, on passe aux locations meublées professionnelles. Alors, je vais revenir sur les seuils puisque vous avez raison. Là aussi, c'est un petit peu compliqué. Et pour les gens qui n'ont pas forcément suivi de près ce qui s'est passé ces dernières années, j'avoue que ce n'est pas simple. D'accord? Donc, on a deux statuts. Statut du loueur meublé non professionnel, statut du loueur meublé professionnel. Et ensuite, on a une petite particularité pour les loueurs en courte durée, puisque on leur a réservé une mauvaise surprise. Bon, donc pour répondre à Raymond, ou Nicole Raymond, effectivement, là, sur meublé de tourisme classé, on est sur de la location courte durée. Et je vais commencer directement par la mauvaise nouvelle, c'est que vous avez raison. Vous avez à moitié raison, devrais-je dire. Si vous dépassez 23 000 euros par an en location meublée en courte durée, d'accord, vous allez devoir vous immatriculer auprès de l'URSSAF au titre de votre activité de loueur meublé et payer des cotisations sociales potentiellement sur votre activité de loueur meublé. D'accord? C'est particulièrement vrai pour les gens qui sont au régime du réel. Mais pour les gens qui sont au régime du réel, il est aussi possible que les premières années, ils soient en déficit fiscal, auquel cas ils n'auront qu'un petit seuil de cotisation fixe annuelle à payer à l'URSSAF. D'accord? Mais oui, il y a un article du Code de la Sécurité sociale qui dit expressément que si on fait plus de 23 000 par an, on doit s'immatriculer auprès de l'URSSAF. Maintenant, pour ceux qui feraient de la location longue durée, alors il y en a aussi qui suivent les webinaires et qui ne sont peut-être pas encore lancés sur la courte durée ou qui font les deux, sachez que pour passer en location meublée professionnelle, il y a deux seuils. Plus de 23 000 euros, mais il faut également que le montant de vos revenus meublés
soit supérieur à vos revenus d'activité professionnelle. Exemple, j'ai une colocation qui me dégage 30 000 € par an de revenus locatifs meublés. Si j'ai des salaires au sein de mon foyer fiscal de 50 000 € par an, je suis loueur meublé non professionnel et je n'ai donc pas à m'immatriculer auprès de l'URSSAF. D'accord? Ça répond à la question de Thierry. Quelle est la fiscalité pour des loueurs non professionnels sur du non meublé, sur du meublé en courte durée? Alors, ça a changé. La fiscalité, c'est soit du micro-BIC, soit des BIT au réel, avec, pour des loueurs donc non professionnels, si vous êtes en dessous des 23 000, eh bien, vous aurez des prélèvements sociaux et de l'IR. Et si vous êtes au-dessus des 23 000, vous serez professionnel. Donc, il y aura des cotisations sociales et ensuite de l'impôt sur le revenu. Bon, mais là, on était plutôt sur l'actu. Donc, ça serait trop long, malheureusement, de vous refaire un cours détaillé sur toutes ces choses. Mais pour les conditions, oui, elles sont cumulatives. C'est-à-dire que pour passer globalement en location meublée professionnelle, avoir le statut de loueur meublé professionnel, il faut à la fois dépasser 23 000 et que le montant des revenus meublés soit supérieur aux revenus d'activité professionnelle. D'accord? Voilà. C'est ce qu'on avait déjà abordé lors du webinaire l'année dernière. Donc, si vous avez encore des doutes sur les seuils, le type de régime, etc., vous pouvez regarder notre webinaire de également 1 heure sur YouTube. Il y a exactement ces thèmes-là qui ont été abordés. On a aussi un article, je pourrais vous l'envoyer sans souci. Tout à fait. Voilà, alors je vais répondre à 2 questions, puis on va passer à la slide suivante. Bonjour, je viens de mettre un deuxième Airbnb. Dois-je faire 2 bilans différents ou un seul cumulé? En fait, au sein de votre foyer fiscal, vous devez tout regrouper dans un seul bilan. Et si vous êtes au réel, votre expert comptable, si vous avez ensuite 10 biens, fera une seule liasse fiscale pour l'ensemble de vos biens. Voilà. Enfin, pour clore le sujet, reste-t-il un vote à venir? Oui, il y aura des votes à venir sur ces sujets, incontestablement. Quand? C'est la grande question. C'est la grande inconnue. D'accord? Et un premier conseil, c'est pour ceux qui veulent continuer à faire la courte durée en achetant des biens. Moi, j'ai tendance à dire 2024, c'est l'année de l'achat en structure à l'IS, idéalement société civile immobilière à l'IS. Mais si vous voulez éviter les impacts de la réforme à venir sur le micro-BIC, voire sur le statut du loueur meublé non professionnel, faites ça via une structure à l'IS. On va y revenir un petit peu aussi sur l'aspect sous-location. Voilà. Alors, changement juridique, maintenant. Et puis, on prendra quelques autres questions. Je vois que les questions fusent. Donc, j'essaye de vous expliquer tout ça assez simplement. C'est pour ça qu'il y a des généralisations, d'accord? Je ne peux pas prétendre être exhaustif ni forcément parfaitement exact sur tout, parce que j'ai quand même une durée limitée. Vous voyez, le temps passe très, très vite, puisque j'ai déjà passé quasiment 20 minutes juste sur l'aspect fiscal. Donc, changement juridique prévisible, qui était prévu dans la loi Le Meur. On prévoyait une généralisation de l'obligation d'enregistrement pour faire la location courte durée, partout en France. Bon, moi, ça ne me gênait pas. Je ne vois pas, ça permet de collecter, pourquoi pas, la taxe de séjour, ce genre de choses, ce n'est pas gênant. Des vérifications accrues sur les résidences principales. RP, c'est résidence principale. Pourquoi? Parce qu'il y a des malins qui ne sont pas très, justement, parce qu'ils embêtent tout le monde et ils jettent l'opprobre sur la location courte durée, qui déclarent faussement leur résidence principale à une adresse qui n'est pas la leur pour pouvoir louer 120 jours par an. Et oui, c'est tentant. Quand on est dans une ville qui impose des mesures de compensation dès le premier logement, c'est assez tentant de déclarer comme résidence principale une résidence secondaire pour pouvoir louer au moins 4 mois par an. Ce qu'il ne ferait pas s'il n'y avait pas de mesure de compensation ou de changement d'usage. Mais ceci est un autre débat. Évidemment, sur le principe, je suis assez d'accord pour qu'il y ait des vérifications sur les fraudeurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça fait toujours de la réglementation en plus. On prévoyait aussi une extension de la demande préalable d'autorisation de changement d'usage. C'est-à-dire que toutes les villes dans les zones tendues pourraient généraliser la demande préalable d'autorisation de changement d'usage. Sachez qu'à l'heure actuelle, ça vise principalement 92, 93, 94 comme département, les villes de plus de 200 000 habitants et Paris. Il y a d'autres communes qui peuvent déjà le faire, notamment dans les zones tendues. Mais là, il y avait une extension de la demande préalable à toutes les zones tendues, voire peut-être même à l'ensemble de la France, je ne sais pas.
sachant que dans beaucoup de communes, en réalité, ils s'en fichent totalement, ils n'ont pas du tout l'intention de mettre en place ce genre de réglementation. OK ? Il y avait aussi la soumission de l'autorisation de changement d'usage à l'obtention d'un DPE, donc diagnostic de performance énergétique en E. Vous demandez une autorisation de changement d'usage et la mairie aurait pu vous dire, eh bien, il faut nous fournir le diagnostic de performance énergétique en E, puisqu'à l'heure où je vous parle, l'allocation meublée en courte durée n'est pas soumise à une obligation de performance énergétique. Mais ça va changer, ça fait 2 ans qu'on en parle, ça va certainement changer. D'accord ? Donc là, il y avait ça, et puis il y avait encore quelques autres petites choses, dont une qui m'embêtait particulièrement. Et ensuite, on va changer la slide parce que le temps passe affreusement vite. Ça me stresserait presque pour un peu, pour pouvoir répondre aussi à des questions. Donc, il y avait un autre changement prévisible, je ne sais pas ce qu'il en adviendra, c'est pour les gens qui font de la location courte durée dans des copropriétés. À l'heure actuelle, vous pouvez faire de la location courte durée si le règlement de copropriété, alors je vais faire très très simple, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en gros, vous pouvez le faire si le règlement de copropriété ne prévoit pas que la copropriété contient des appartements à usage exclusif d'habitation et pour une occupation exclusivement bourgeoise. Si c'est uniquement de l'occupation d'habitation sans dérogation, ce n'est pas possible pour moi. Et si c'est un usage exclusivement bourgeois, sans par exemple des professions libérales, à mon avis, ce n'est pas compatible non plus. La loi voulait aller plus loin en soumettant cette fois-ci l'obtention d'une autorisation de changement d'usage pour les gens qui font ça en copropriété à un vote autorisant en assemblée la possibilité de faire de la location courte durée. Autant dire que là, ça devient carrément très, très compliqué. Et c'est, à mon avis, quelque chose qui n'est pas constitutionnel, puisque le principe de droit français reste quand même celui suivant lequel tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Dès lors qu'un règlement de copro n'interdit pas expressément la location courte durée, ce n'est jamais qu'une déclinaison de la location meublée, et on devrait pouvoir en faire. Obliger le propriétaire à obtenir une autorisation alors que ça n'est pas interdit, me paraît être à la limite du scandaleux et de l'inconstitutionnel. Je ne suis pas un professeur ou un juriste éminent en droit constitutionnel, mais ça me semble être quand même très, très limite. En tout cas, c'était clairement une mesure visant à sabrer la possibilité de faire la location courte durée dans les copropriétés. Ça n'a pas été voté non plus, mais on ne peut pas écarter la possibilité que ça soit remis à l'ordre du jour. Voilà. Et pour répondre à Loïc, donc aucun changement 2024 pour le moment, c'est ça. Pour l'instant, tout ça n'a pas été voté. Donc quand vous allez sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn, avec des titres putaclic, attention, tout catastrophe, etc. Non, pour l'instant, tout ça n'est pas voté. Donc franchement, n'ayez pas non plus plus peur que ça. Et le pire n'est jamais certain. D'accord ? Alors, il y a une question intéressante. Peut-on faire du réel et pratiquer de l'amortissement sur une ERP et quels impacts? Oui, on peut le faire en proratisant. C'est assez compliqué et il faut voir l'impact en cas de revente. Et si vous voulez bénéficier d'une exonération d'impôt sur la plus-value sur la totalité de votre résidence principale, il faut arrêter la location plusieurs mois avant la vente. Ça, c'est une recommandation impérative. Voilà. Alors, on peut passer du coup à la slide suivante, je pense. La problématique du LMNP versus LMP, on l'a déjà un petit peu abordé. La problématique est double. C'est d'une part le risque de passage en LMP si vos revenus meublés dépassent vos revenus d'activité professionnelle. Et ça peut arriver également, par exemple, si vous changez de travail, si vous êtes licencié, si vous rachetez de nouveaux biens. Bref, ça peut arriver dans pas mal de cas. On a la problématique supplémentaire pour les loueurs meublés en courte durée de l'immatriculation à l'URSSAF au-dessus des 23 000 €. Et attention, là où ça se complique encore plus, c'est que globalement, vous pouvez être loueur meublé non professionnel sur le statut, mais être quand même immatriculé à l'URSSAF à raison de votre activité de loueur meublé en courte durée. Et là où ça se complique encore plus, c'est qu'une fois que vous êtes immatriculé à l'URSSAF, l'URSSAF ne vous laissera pas repartir. J'ai récemment fait le commentaire d'un arrêt d'une cour d'appel qui a rendu une décision au mois d'avril, je crois. Donc, allez voir sur ma chaîne YouTube, l'avocat investisseur, ma vidéo sur le sujet, où
la Cour d'appel a donné raison à l'URSSAF qui refusait de radier le loueur inscrit à l'URSSAF alors que celui-ci était repassé sous le seuil des 23 000. Donc, en gros, c'est bienvenue chez nous et vous ne repartirez pas. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie d'être immatriculés auprès de l'URSSAF, il y a des mesures à prendre. Alors, parmi les mesures à prendre, justement, parlons un peu de sous-location professionnelle. En effet, il y a plusieurs solutions pour éviter l'URSSAF. Déjà, vous pourriez acheter directement vos biens pour les louer en courte durée via une structure à l'IS. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire sur cette solution qui a le mérite de pas être, qui n'a pas le mérite d'être simple. Et puis, revendre ses biens soi-même, ça peut être intéressant dans certains cas, mais c'est loin d'être le cas tout le temps. En plus, il faut arriver à trouver la banque qui vous finance. Bref, ça ne va pas forcément non plus être facile. D'accord ? En revanche, la sous-location professionnelle peut être une solution intéressante. Pourquoi ? Si vous craignez soit de passer en loueur meublé professionnel, soit d'être immatriculé à l'URSSAF parce que vous opérez en nom propre vos locations en courte durée, vous pourriez très bien créer votre propre société de sous-location, vous louez vos biens détenus en nom propre à votre société de sous-location pro, à l'IS, et que ce soit celle-ci qui, du coup, opère la sous-location courte durée. Et là, dans le rapport entre vous, investisseurs non propres, qui faisiez de la location meublée en courte durée, et votre société, vous allez louer soit en meublé classique, et donc vous pouvez potentiellement rester dans un régime de loueur meublé non professionnel, soit carrément en location nue, ce qui pose la problématique des revenus fonciers quand même, ce qui est encore un autre sujet. Donc, encore une fois, rien n'est forcément très simple, mais il y a des solutions qui existent et je suis l'un des artisans de ces solutions, mais c'est mon activité quasiment unique, hein, tout ça. Donc, vous pouvez faire ça. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de revente à faire du bien, pas besoin de se dire comment je vais bien pouvoir revendre le bien dans une SCI à l'IS pour que ça soit celle-ci qui l'exploite. Ben, on passe à un contrat de sous-location pro. Donc, j'ai rédigé le contrat qui est le meilleur sur le marché pour ça. Je le lis très sincèrement, puisque ça fait plus de 4 ans qu'il existe et que j'ai eu 0 problème à ce jour avec ce contrat. Contrat qui, en plus, a une petite particularité. Il devrait, si vous faites bien les choses, vous permettre d'être exonéré de taxes d'habitation, en plus. Ce qui est une vraie problématique supplémentaire pour les loueurs en courte durée qui opèrent eux-mêmes leur location courte durée en ce moment. Mais ça pourrait aussi faire l'objet quasiment d'un webinaire juste sur la taxe d'habitation. Donc, c'est rapide à mettre en place, c'est assez simple. Ce n'est pas un abus de droit, d'accord ? Puisqu'après tout, on peut s'organiser comme on le souhaite. Et donc, la sous-location professionnelle est vraiment intéressante. Ok, je répondrai sur l'arrêt du 25 janvier 2024 après. Donc, la sous-location professionnelle, une solution rapide, une solution qui se développe pas mal, notamment pour ceux qui ne voudraient pas être immatriculés auprès de l'URSSAF. Moi, je la mets en œuvre, je crée des sociétés de sous-location et je vends également mon contrat avec les explications qui vont bien, suivant le schéma de chaque investisseur. D'accord ? Maintenant, encore un autre sujet, celui de la conciergerie. Puisque Logify opère de plus en plus souvent avec des conciergeries, c'est une activité professionnelle en plein développement. Donc là, on est à la croisée des chemins entre l'activité de l'investisseur, l'activité du loueur, l'activité professionnelle. Et la conciergerie est une activité qui, moi, me semble être très intéressante. Et je suis aussi un des experts de ce domaine, puisque je crée beaucoup de sociétés de conciergerie et que je travaille avec beaucoup de formateurs sur Internet sur les créations de sociétés de conciergerie. Et que là encore, j'ai rédigé le contrat de conciergerie qui est le plus sécurisé, notamment au regard de ma petite question, carte G ou pas. Ah, voilà une question qui agite énormément de monde. Et je ne sais pas, mettez-nous dans les commentaires si par exemple certains d'entre vous sont allés au congrès de la location saisonnière qui s'est tenu en juin dernier à l'initiative de la société J'affiche complet. Je pense que Logify y était. On y est l'année prochaine, mais on n'y était pas malheureusement. Ouais. Bon, mais c'est vrai qu'on c'est une super initiative. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, exactement. Et une fois de plus, la conciergerie a été mise en débat. Moi-même, j'avais un stand lors de ce salon. Et je vous le dis,
l'activité de conciergerie peut être opérée sans carte de gestion immobilière. Pourquoi? Parce que la carte de gestion immobilière va être indispensable si la conciergerie encaisse des fonds pour le compte des propriétaires, mais à contrario, si elle n'encaisse pas les fonds, mais qu'elle facture des prestations de services mensuelles, elle sera payée directement par le propriétaire et c'est le propriétaire qui encaissera directement le prix des locations. À ce compte-là, il n'y a pas besoin de carte G. Deuxième raison qui pourrait nécessiter une carte G, si la conciergerie signe des contrats à la place du propriétaire et plus généralement se comporte comme si elle avait été mandatée par le propriétaire pour agir en son nom et pour son compte. Là, il faut une carte de gestion immobilière parce que c'est une activité réglementée par la loi Hoguet. Si la conciergerie n'a pas le droit de prendre des engagements et ne représente pas le propriétaire, mais se contente encore une fois, par exemple, du ménage, de rédiger les annonces, pourquoi pas de les mettre en ligne, pourquoi pas d'être en co-hôte, ce qui est encore un sujet, d'accord? Donc, si la conciergerie opère tout ça et facture des prestations de services sans se comporter comme le gérant du bien, d'accord? Ce qui est tout à fait possible. Et sachez que statistiquement, à peu près 8 à 9 conciergeries sur 10 n'ont pas de carte G, d'accord? Donc oui, c'est légal, oui, ça peut se faire. Et non, vous ne risquez pas la requalification à condition sine qua non, d'avoir le contrat de conciergerie qui va bien. Et là, je tombe sur des contrats de conciergerie sur Internet. L'autre fois, on m'a envoyé un contrat de conciergerie qui faisait 6 pages, qui était un vrai torchon, qui mentionnait mandat de gestion partout, à toutes les pages, alors que je suis allé voir sur Papers le pédigré de la société, et que c'était une société de holding qui n'avait pas d'activité immobilière et qui était en tout cas pas une agence immobilière. Donc, une vraie catastrophe. D'accord? Donc, l'outil majeur, là encore, c'est le contrat qui vous permet de faire ça sans risque de requalification en agent immobilier. Alors, la bonne nouvelle, encore une fois, dans tout ça, c'est que contrairement à ce que vous pourrez entendre sur Internet, si vous faites de la conciergerie sans carte G, dès lors que vous le faites correctement, eh bien, vous ne serez pas requalifié en agent immobilier. Et il n'existe pas, à l'heure où je vous parle, à ma connaissance, de jurisprudence qui requalifie une conciergerie sans carte G en agent immobilier. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de précédent, en quelque sorte. Donc ça, c'est quand même plutôt globalement positif. D'accord? Mais encore une fois, c'est vraiment une question d'utiliser les bons outils. Voilà. Est-ce que vous avez vous-même, Clara, des questions, par exemple, sur la conciergerie? Ou alors, on va prendre les questions peut-être du fil de discussion. Il y a deux questions déjà que je vois qui sont assez pertinentes sur les conciergeries. Il y a la question de Nathalie qui nous dit: j'ai 2 biens en location saisonnière, je dépasse les 23 000. Est-il intéressant de créer ma propre conciergerie pour la gestion des biens? Si vous avez juste 2 biens et que vous créez une société pour ça, je ne suis pas certain que ça soit une bonne idée. Quand même, créer une société. Alors, vous pourriez me dire, je ne vais pas créer une société, je vais faire ça en micro. D'accord? Mais là, vous me parlez du dépassement des 23 000. La conciergerie n'est pas une société de sous-location. Il ne faut pas confondre les deux activités. Donc, si vous créez une société de sous-location pour déporter en quelque sorte la marge sur la société, OK. Mais ne créez pas une conciergerie pour ça, ça ne résoudra pas le problème des 23 000 euros. D'accord? Et si c'est uniquement pour opérer sur 2 biens, je pense qu'il y aura plus d'inconvénients et que ça coûtera plus cher que les avantages que vous pourriez en tirer. Très concrètement. Bon, pour tous ceux qui veulent vraiment, encore une fois, aller plus loin et qui ont un peu d'ambition, je pense aussi que ça soit pour faire de la sous-location professionnelle ou de la conciergerie, si vous voulez en tirer vraiment des revenus significatifs, il ne faut pas être en micro, d'accord, en micro-entreprise, il faut être en société. Parce qu'en micro, vous ne pourrez notamment pas déduire les charges réelles. Imaginez une conciergerie qui sous-traite le ménage, mais ne peut pas déduire les prestations de ménage dans son propre, de ses propres chiffres, de son propre chiffre d'affaires. C'est une catastrophe. D'accord? Donc, pour moi, ces activités se font en société à l'IS. Il y a une autre question, peut-être conciergerie toujours, de Lucille et Bertrand. Ils disent: question un peu à part, peut-on faire signer un document à notre conciergerie, un document qui dit que nous ne disposons pas totalement de notre bien et nous exonérer ainsi de la taxe d'habitation? Alors, faire signer un document à part, on peut tenter le coup. Très sincèrement, moi, j'inclus
ces clauses rédigées très précisément dans mon contrat de conciergerie. Ce qui veut dire que les conciergeries qui utilisent mon propre contrat ont déjà de telles clauses incluses dans le contrat de conciergerie qui devraient vous permettre d'éviter de payer la taxe d'habitation, effectivement. Maintenant, vous pourriez tenter de rédiger ça et de le faire signer à la conciergerie pour ensuite le produire aux impôts. Le résultat, en tout état de cause, n'est jamais garanti, que ce soit avec ce document ou mon contrat, pour une raison simple, c'est qu'en fait, les centres des impôts peuvent avoir des politiques qui diffèrent en fonction du centre des impôts. Et là, c'est un peu le bazar. Mais oui, c'est une bonne idée, globalement, mais je préfère que ça soit dans le contrat de conciergerie parce que ça aura beaucoup plus d'impact. Et ma rédaction en tant qu'avocat, évidemment, beaucoup plus impactante également, puisque j'utilise les bons termes. Est-ce qu'on a d'autres... je regarde sur la conciergerie parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de questions et que c'est toujours un sujet qui... Enfin, on a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la conciergerie et qui veulent créer leur société. Je crois que sur les conciergeries, c'est pas mal. On a... Okay. Donc, dans ce cas, il y en a une autre sur la conciergerie. Je pense qu'après, on aura un peu fait le tour. tour. Peut-on avoir l'annonce en notre nom, mais avec l'IBAN du propriétaire? Alors, pense que de ce point de vue, moi, je dirais oui. Voilà, vous n'encaissez pas l'argent, d'accord? Donc, ce qui va être compliqué, on peut être co-hôte, donc par exemple sur Airbnb. Donc, si on est co-hôte, bah, parfois la conciergerie crée les annonces sont à son nom. Alors, ça dépend, Booking et Airbnb n'ont pas le même fonctionnement. Moi, je ne rentre pas là dans la technique parce que là, je suis moins à l'aise vu que je délègue moi-même à des conciergeries, d'accord? Mais tant que vous n'encaissez pas l'argent vous-même, pour moi, c'est le critère essentiel. Et tant que vous ne vous comportez pas comme le mandataire du propriétaire, c'est le deuxième critère essentiel. Après, je vous le dis franchement, les agents immobiliers considèrent que la mise en ligne des annonces ressort de leur monopole. Je ne suis pas d'accord sur ce point parce que jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de texte précis là-dessus, ni de jurisprudence. Donc, j'ai tendance à dire non, ce n'est pas du monopole des agents immobiliers. Voilà. Et la loi Hoguet, là-dessus, n'est pas forcément hyper claire. Peut-être qu'un jour, il y aura de la jurisprudence, mais en tout état de cause, si c'est bien fait actuellement, la réponse est oui, vous pouvez mettre l'annonce du moment que vous n'encaissez pas l'argent. D'accord? Il y a un petit doute aussi sur la terminologie. C'est quoi la différence, c'est Elise qui nous demande, entre le contrat de conciergerie et un mandat de gestion? Ah ben, la différence est énorme. Le contrat de conciergerie sans carte G, c'est un contrat de prestation de service. Donc, le propriétaire vous dit, bah, je vous missionne pour créer l'annonce, faire le check-in, répondre aux voyageurs, par exemple. Et le mandat de gestion, bah, le propriétaire dit à l'agence immobilière, je vous donne les clés, débrouillez-vous, faites tout comme si c'était moi et vous signez tout à ma place, vous encaissez l'argent, vous prenez votre commission et vous ne versez que ce qui me revient après avoir pris votre commission. Donc, le fonctionnement est totalement différent. Et sur un mandat de gestion, vous avez un numéro de mandat de gestion, vous avez une agence immobilière qui est assujettie à des obligations d'assurance, de formation continue, et même le fonctionnement d'une société de conciergerie sans carte G et d'une agence immobilière, le fonctionnement de ces deux types d'entreprises, de sociétés, est totalement différent. Bien souvent, la conciergerie va être une petite société opérée par un propriétaire peut-être de 3 personnes. Donc, il aura à cœur de maximiser les profits parce que plus il loue, plus il gagnera d'argent. Si vous avez le salarié classique d'une agence immobilière, lui, il touche son salaire, il n'est pas payé pour optimiser vos locations au sein de votre location courte durée. Ça ne change rien, ça n'a pas d'impact sur sa rémunération, juste sur la satisfaction du client. Donc, on va dire que la motivation peut être un peu moins forte parfois dans les agences immobilières. À voir. Donc, j'ai un petit faible quand même pour les conciergeries, mais ce n'est pas méchant pour les agents immo. Simplement, souvent, ils ne font pas le même métier. D'accord? Alors, si je remontais un tout petit peu pour répondre rapidement à quelques questions, qu'est-ce que vous en dites, Clara? On peut faire ça. Si vous avez le temps, on peut prendre 4-5 minutes en plus. Bien sûr. Parfait. C'est bon. Alors, pas de souci. on a Mélinda qui nous disait « Bonjour, qu'en est-il de la décision du 25 janvier 2024 à propos de la clause d'habitation bourgeoise ?» Oui, cette décision de janvier 2024, que vous retrouverez également commentée sur ma chaîne YouTube, précise que la location saisonnière n'est pas une activité commerciale, sauf prestation de para-hôtellerie.
Donc, moi, je l'ai toujours dit, ça fait 2 ans que je le dis, même plus. J'avais déjà fait une vidéo de plus d'1 heure sur ma chaîne YouTube il y a 2 ans. La Cour de cassation vient de le confirmer, ce qui me semble être parfaitement logique. Donc, la plupart du temps, l'argument qui est opposé par le syndic qui consiste à dire « vous ne pouvez pas faire la location courte durée parce que c'est une activité commerciale et donc c'est interdit dans notre copro », ben, cet argument tombe suite à cet arrêt du 25 janvier 2024. Donc, une bonne nouvelle et ça vous enlèvera une épine du pied. Damien nous dit, peut-on... Christian, quand on parle 23 000 euros, quand on est au réel, tout frais déduit ou 23 000 euros que de loyer, c'est le montant du chiffre d'affaires qu'on prend toujours en compte pour l'application des seuils et non pas le montant du bénéfice. Damien, peut-on louer 120 jours puis en sous-location professionnelle en société? Les 120 jours, c'est sur la résidence principale et je le dis et je le redis une fois de plus, la sous-location professionnelle ne vous permettra pas de contourner les réglementations restrictives sur la location courte durée, qu'il s'agisse des lois de compensation ou des changements d'usage. La sous-location n'est pas faite pour ça et je vous déconseille de faire ça. En revanche, vous pourriez faire de la sous-location via du bail mobilité, du bail de résidence secondaire ou du bail de logement de fonction. Donc, il y a d'autres possibilités qui peuvent être mises en œuvre. Aurélie, que se passe-t-il si on loue plus de 120 jours par an une annexe de notre résidence principale? Question un peu délicate. J'aurais tendance à dire que si c'est juste une annexe, vous pourrez louer plus de 120 jours par an et qu'il ne se passera pas grand-chose puisque votre résidence principale reste bien votre résidence principale. Mais c'est quand même un peu du cas par cas en fonction de la commune, là encore. Parce que les communes ne sont pas toutes aussi regardantes les unes que les autres et typiquement, c'est quand on est en maison hein, qu'on a une annexe. Donc, ça ne va pas être à Paris. À Paris, avoir une maison, on ne va pas faire ça. Ça serait trop cher. Et de toute façon, là, la mairie de Paris, vous sauterez dessus, à mon avis, à pieds joints ou à bras raccourcis, c'est comme vous voulez. Donc, ensuite, question un peu à part, ça on l'a traité. Quid de la CFE si l'on crée une SAS de sous-location double taxation? Oui, on peut être amené à payer de la CFE et de la taxe d'habitation si on n'a pas le bon contrat de sous-location professionnelle. Mais je vous rassure, et j'ai un client sur la région de Rouen qui loue ses propres biens à sa propre société de sous-location que je lui ai créée. Et quand je l'ai vu il y a peu de temps, il m'a dit, maître, j'ai obtenu le dégrèvement de la totalité de ma taxe d'habitation. Donc, il était plutôt content parce qu'il en avait quand même pour plusieurs milliers d'euros sur l'ensemble de ses biens. Alors, Victor, on ne peut pas être à l'IR sur une SARL de famille en faisant de la LCD. Alors, la SARL de famille a pour particularité d'avoir un régime de transparence fiscale et que les associés soient associés comme s'ils détenaient les biens en nom propre. Par contre, une SARL de famille ne peut faire que de la location meublée et à mon avis, elle n'exclut pas du tout les risques de passage en loueur meublé professionnel ou d'immatriculation à l'URSSAF. Donc, restez prudent. Là encore, attention, ça sera du cas par cas. Louis nous dit, j'ai une maison, peut-on louer une chambre en Airbnb? Elle reste en location meublée longue durée? A priori, oui. La fiscalité pour la courte durée et de la longue durée est la même du moment que l'on ne dépasse pas les 23 000 en micro. La réponse sera oui si on ne dépasse pas les seuils de 23 000. Et le micro restera du micro, donc pas de déduction des charges réelles. Bon, après, si on dépasse les 23 000, ça se complique singulièrement. On a répondu à Élise. Damien, votre contrat nous est-il offert avec ce webinaire SVP? Alors, j'ai plusieurs cadeaux à vous faire si vous souscrivez à mon podcast Le Droit d'Investir. Je vais vous en parler. Mais malheureusement, pas mon contrat que je vends quand même 700 € TTC. Donc, en revanche, vous pouvez me contacter si vous avez besoin de mes contrats. Et il est vendu également à l'heure actuelle, mais ça va bientôt changer. Il est vendu avec les mises à jour pour l'instant et également une vidéo explicative du contrat parce que vouloir prendre mon contrat sans savoir comment il fonctionne serait très aventureux. D'accord? Malheureusement, je ne peux pas vous l'offrir, vous l'imaginez bien. Vous avez déjà un webinaire gratuit et donc, si je vous offre en plus mes prestations, mes contrats, mais j'ai une petite offre quand même pour vous. Victor nous disait pas, il répondait à un autre commentaire. Conseillez-vous d'avoir un contrat de conciergerie? Si vous opérez une conciergerie, c'est pas que je le conseille, c'est que ça me paraît indispensable. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans à La Rochelle, j'avais vu des sociétés de conciergerie qui avaient juste des conditions générales au dos de leur facture. Bon, on est en 2024, ne faites pas ça, hein, je veux dire, c'est une catastrophe.
Ça allait bien il y a encore quelques années. Maintenant, c'est beaucoup trop dans le collimateur. Le mandat de débours, Mélanie, le mandat de débours est-il obligatoire ou peut-on ajouter une clause dans le contrat de conciergerie? Alors là, il faudrait me dire, le mandat de débours vise a priori, je pense, les frais de ménage, mais ça peut être prévu dans le contrat de conciergerie. Lucille, des conciergeries agissent plus comme des prestataires de services? Oui, pour celles qui n'ont pas de carte G. Bonsoir, je suis navré, je viens de quitter le bureau, j'ai dû faire. Y aura-t-il un replay? Oui. Pouvez-vous revenir sur la sous-location? Merci. Alors là, c'est la sous-location, comme je le disais, hein, consiste à avoir un bien que vous allez louer à une société, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Et c'est la société qui va opérer la location en courte durée, qui va donc réaliser la marche. L'objectif affiché étant que la société puisse gagner de l'argent avec la sous-location. Thierry, merci pour votre clarté. Je dois vous quitter, mais reste intéressé par votre contrat de conciergerie. Donc, vous avez à l'écran toutes mes coordonnées, notamment mon site cabinet-boujard.com. Vous pouvez me joindre très facilement via les réseaux sociaux, par exemple en m'envoyant un messenger. C'est facile. Vous pouvez rejoindre Jurissimo Invest. Et puis, je vais vous parler du droit d'investir que vous pouvez flasher le QR code. Mes deux biens à la log sont au rez-de-chaussée de ma résidence principale. Je ne sais pas trop. Peut-on réaliser un bail mobilité en étant une conciergerie? Alors, ce n'est pas vous qui allez signer le contrat de bail si vous êtes une conciergerie sans carte G. Mais le propriétaire peut vous demander d'opérer en qualité de conciergerie sur des baux mobilités. C'est parfaitement légal. Encore faut-il quand même que ça réponde aux conditions du bail mobilité. Hein. Il y a des conditions quand même très précises. Donc, ne faites pas n'importe quoi avec les baux et c'est vrai que ça, c'est singulièrement compliqué. Sachez aussi qu'on peut faire de la sous-location en colocation. C'est rare, mais ça se pratique. Et voire même dans d'autres modes de location. Mais attention là encore, il ne s'agirait pas que votre propriétaire, s'il rompt le contrat de sous-location, se retrouve plombé par des sous-loueurs en colocation qui, eux, bénéficieraient de la loi de 89. Donc, l'un des intérêts de la sous-location pro, c'est de faire de la sous-location en location courte durée. Et dans ce cas-là, la loi de 89, avec la période d'hiver, la trêve, etc., ne s'applique pas. D'accord? Donc, si vous faites tout ça très bien, il n'y aura pas de difficulté. Voilà. Alors, peut-être un mot pour terminer, et je laisserai le mot de la fin, évidemment, à Clara. Donc, je crée beaucoup de contenu sur Internet. Il y a beaucoup de contenu gratuit déjà sur mes réseaux. Mais vous avez aussi le droitdinvestir.com, qui est un podcast hebdomadaire pour investisseurs immobiliers, sous-loueurs, concierges. J'ai aussi des professionnels qui sont abonnés, qui vise à vous permettre de rester au courant de l'actualité juridique et fiscale immobilière régulièrement, sans passer des heures à scroller sur Internet. Merci beaucoup. En tout cas, on a pu répondre à presque toutes les questions. On est un petit peu à la bourre, mais bon, c'est vrai que c'était super. Non, c'est top. On a pu répondre, je pense, à tout le monde. J'aime bien répondre à un maximum de questions. Je vais peut-être juste, avant de nous quitter, il y avait quand même deux petits commentaires / questions sur le DeFi. Je vois que Bertrand demandait s'il y avait des restrictions sur Airbnb quand on utilisait le DeFi. Est-ce qu'on a accès à tout? Bien sûr, hein, vous avez encore accès à votre compte Airbnb. C'est juste que toutes les infos qui sont sur votre compte Airbnb, elles seront connectées à le DeFi. Certaines options en supplément, le DeFi, ça va vous permettre de mettre votre propre dépôt, votre propre caution. Donc, comme vous ne pouvez pas le faire directement sur Airbnb, avec un channel manager, vous pouvez avoir votre propre caution et la gérer vous-même. Non, il n'y a pas de restriction, il y a plutôt des avantages. Et il y a aussi Conrad qui disait le problème avec le DeFi, c'est que tout est en anglais. La plateforme est en français. C'est vrai que parfois, quand il y a des nouveautés, elles arrivent en anglais. Et je fais mon maximum pour tout traduire de la meilleure manière possible. Mais parfois, ça tarde un petit peu, mais on fait en sorte que tout soit accessible en français. Dans tous les cas, si vous voyez qu'il y a un bug ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible ou qu'il y a un souci avec la traduction, quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein, vous nous contactez et nous,
on veut que la plateforme soit vraiment 100% en français pour toutes les personnes francophones. Donc, on est désolé si c'est déjà arrivé par le passé. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait plusieurs demandes pour le replay. On vous enverra tout ça soit demain, soit vendredi, et on fera un petit article récap. Donc, avec toutes les questions qui étaient revenues, et on vous mettra les grandes idées aussi qu'on a abordées aujourd'hui. Merci encore, hein, Dimitri, pour ce webinaire. On a pu répondre à plein de gens. Je pense que c'était super intéressant parce qu'on était beaucoup à être connectés. Et merci à tout le monde d'être venu nous voir et de s'être connecté, même en plein mois de juillet, ce qui est quand même assez pas mal. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. C'est ça. L'immobilier ne s'arrête jamais. Et on n'a pas parlé des JO. On aurait pu parler des JO puisque ça s'annonce pas être l'affaire du siècle. Et ben oui, évidemment, comme énormément de gens se sont précipités pour essayer de faire la location courte durée, l'offre a explosé et quand il y a plus d'offres, eh ben, les prix baissent. Voilà, il n'y a pas de secret. Mais moi, je suis rassurant sur l'avenir de la courte durée en France. Je pense que ça va continuer. La France reste l'une des destinations les plus touristiques au monde, première ou deuxième suivant les années. D'accord? Donc, si je devais vous donner mon sentiment de marché, je vous dirais continuez à faire de la courte durée. Moi, je ne compte pas m'arrêter. Et évidemment, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de loi qui interdit ça du jour au lendemain. C'est tout simplement impossible. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Et puis, on se voit la prochaine fois pour un nouveau webinaire en français. Merci et bonne soirée. Au revoir.